Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Au sommaire de ce dernier journal. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, renforce sa capacité de transformation des fèves. Le pays a ouvert ses portes aux géants de la transformation, Guanchong Berhad, un acronyme GCB. L'entreprise basée en Malaisie vient d'ouvrir une usine à San Pedro. Elle compte y transformer tous les ans 60 000 tonnes de fèves de cacao. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la toute première centrale à biomasse à Aboasso. Au moins 24 autres unités de production d'énergie sont prévues afin d'améliorer la part du renouvelable dans le parc de production national d'ici 2030. Fait important à noter, c'est une centrale dont la capacité de production sera de 46 MW. La forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce samedi a causé des dommages dans la commune de Benjerville, mais aussi au quartier de la Riviera à Cocody. À Benjerville, une montée spectaculaire des eaux au niveau du pont avait coupé l'accès de la commune, mais aux dernières nouvelles publiées sur la plateforme Police Secours, l'entrée de Benjerville est de nouveau praticable, mais la prudence est fortement recommandée. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Tout d'abord, et en image, le départ en France du président de la République Alassane Ouattara ce samedi 22 juillet. Le chef de l'État a quitté Abidjan dans la matinée. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour lui dire au revoir étaient présents le vice-président de la République, le Premier ministre et plusieurs personnalités de haut rang. L'un des plus grands transformateurs de cacao et fabricant de chocolat au monde est désormais installé en Côte d'Ivoire. Guanchong Berhad, un acronyme GCB, vient d'ouvrir à San Pedro son usine de chocolat. Des installations qui vont broyer dans leur première phase d'implantation 60 000 tonnes de fèves de cacao par an. Mais à terme, l'entreprise entend passer à 24 000 tonnes par an pour un investissement global de 46 milliards de francs CFA. L'usine a été inaugurée ce vendredi par le vice-président de la République, Tiemoko Meyet Koné. Le point complet de nos envoyés spéciaux Mahama Traoré et Adama Sangari. San Pedro, deuxième ville économique de Côte d'Ivoire, accueille le 4e broyeur mondial de cacao. Entreprise familiale d'origine malaisienne fondée en 1985 et présente sur 4 continents, GCB Coco Company choisit de s'installer en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Ce vendredi, le vice-président de la République est à San Pedro pour inaugurer les installations. Pour le promoteur, ce n'est qu'un premier pas. GCB Cocoa a décidé d'investir 46 milliards en Côte d'Ivoire. Ce seront 60 000 tonnes de fèves qui seront annuellement transformées sur ce site qui pourra à terme transformer 240 000 tonnes après l'exécution des 3 autres phases d'investissement de 60 000 tonnes chacune. Cette ambition ravit le gouvernement engagé ces dernières années à hisser le niveau de la transformation locale du cacao à travers plusieurs réformes. Fort des avantages offerts par le gouvernement, les capacités de broyage sont passées de 730 000 tonnes par an en 2017 à 972 040 tonnes par an en 2022. Il me plaît d'indiquer que 5 nouveaux projets sont en cours de réalisation pour une capacité de broyage de 204 000 tonnes par an, devant ainsi porter la capacité globale de broyage de fèves de cacao en Côte d'Ivoire à 1 176 000 tonnes par an en 2023-2024. L'importance de cet investissement et l'ambition de GCB Coco Côte d'Ivoire de broyer à terme 240 000 tonnes de fèves traduisent l'engagement ferme de la société qui entend jouer un rôle majeur dans l'industrialisation de notre pays aux côtés des broyeurs déjà actifs sur ce segment de la grande transformation du cacao. Par une visite guidée, Tiemoko Meyet Koné contemple les installations de GCB Coco Côte d'Ivoire, une usine que fait fonctionner 341 employés en majorité des jeunes. Une fierté pour le vice-président de la République. Toutes nos félicitations à cette unité que nous avons vue et qui est une unité de premier rang. Et nous espérons que cela va profiter à la région d'abord de San Pedro, à notre pays et surtout à la jeunesse. Nous y tenons parce que c'est une usine moderne qui a besoin de talents modernes.
Donc, jeunesse, vous avez une chance, saisissez-la. 5e usine de transformation de cacao à s'installer à San Pedro. Sur l'ensemble des 14 que compte le pays, GCB Coco Côte d'Ivoire va fabriquer du beurre et de la masse de cacao semi-fini à 90%, principalement exporté vers l'Europe. Un peu plus loin de Côte d'Ivoire, aux États-Unis et à Washington plus précisément, le ministre secrétaire général de la présidence poursuit sa mission. Il vous souvient qu'Abdourahmane Cissé est le président du conseil d'administration du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire. Eh bien, il s'est entretenu hier vendredi 21 juillet avec Alice Albright, directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC. Au cours de l'entretien qu'il a eu le vendredi 21 juillet dernier à Washington avec la directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC, Alice Albright, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président du conseil d'administration du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire, Abdourahmane Cissé, a présenté la vision de développement du président de la République Alassane Ouattara et sollicité un second programme compact du MCC pour la Côte d'Ivoire afin d'accompagner cette vision dont l'objectif est de créer une croissance forte et inclusive, d'améliorer le capital humain, de créer davantage d'emplois pour les jeunes et de poursuivre la mise en œuvre des réformes en faveur du secteur privé. Nous avons traduit à Madame Albright les salutations du président de la République et le désir de la Côte d'Ivoire de réussir ce partenariat main dans la main avec les États-Unis. La directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC, Alice Albright, a salué le partenariat entre le MCC et la Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur le partenariat que nous avons entre le MCC et la Côte d'Ivoire. C'est un partenariat qui est très important pour nous. Le programme se termine dans 2 ans. Nous avons parlé de toutes les étapes que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir le réussir dans ces 2 années. Et puis nous avons aussi parlé des perspectives pour l'avenir. Le Millennium Challenge Corporation, MCC, est une agence américaine d'aide aux pays étrangers et qui a pour mission la lutte contre la pauvreté dans le monde. Vous avez longtemps attendu la labellisation de l'Atiéké des Lagunes, celui du Pagne Baoulé ou encore le café de Montagne de Mans. Eh bien, sachez que c'est bientôt chose faite. Cette labellisation est le fruit d'un important travail de promotion de la propriété intellectuelle des produits ivoiriens par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. La cérémonie officielle des certificats de labellisation de ces 3 produits aura lieu le 26 juillet 2023 à l'Ivoire Trade Center à Cocody. Et c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI qui sera à la manœuvre. Voilà qui fera du bien à ces produits chers aux yeux des Ivoiriens. Dans un tout autre chapitre, on connaît le meilleur agent de la Direction générale des impôts au titre de l'année 2022. Dibi Serge Désiré, un inspecteur des impôts, est arrivé à la tête de la 21e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Ce prix crée depuis 21 ans une saine émulation au sein du personnel et renforce la performance de l'administration fiscale. Une performance encore attendue cette année puisque les objectifs de la Direction générale des impôts sont estimés à 3 697 milliards de francs CFA de recettes fiscales. C'est ce que nous dit en tout cas Léon Brou. Elles sont en hausse de 13% par rapport à 2021. Les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts se cumulent à environ 3 206 milliards de francs CFA, soit plus de 98% des objectifs à 2022. Ont le plus contribué à cette performance, ces 8 récipiendaires du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Leur représentent le meilleur service et les 7 autres, les meilleurs de chaque catégorie d'agents. De ces lauréats, cet inspecteur des impôts rafle le prix du meilleur agent 2022 de la Direction générale des impôts. Comparativement au poids du trophée, parce qu'il est vraiment lourd, la charge qui me soit est lourde, mais je pense qu'on va relever le défi. Nous sommes dans une logique de sanctions positives et de sanctions négatives. Les bons agents, il faut les encourager à travailler, il faut faire leur promotion. Pour 2023, la Direction générale des impôts doit mobiliser 3 697 milliards de francs CFA et cette édition du prix d'excellence a pour thème Plan stratégique DGI 2022-2023, un outil de gouvernance inclusive. De quoi galvaniser les agents pour l'atteinte de ces objectifs, selon le parrain Kambali Diomandé,
président de la Cour des comptes, et la tutelle. Il s'agit de financer les projets de développement et surtout faire face à tous les défis sociaux et sécuritaires de notre pays. Promettez-moi surtout que vous assurerez pleinement votre statut d'ambassadeur de l'excellence afin d'insuffler dans votre cadre de travail la quête d'excellence par l'aide, le partage et l'esprit d'équipe. Le prix d'excellence récompense dans 10 catégories ceux des agents de l'administration fiscale qui se distinguent chaque année par le travail bien fait au regard des règles d'éthique et de déontologie de la Direction générale des impôts. Seul le prix de l'innovation n'a pu être décerné cette année. Et nous souhaitons à la Direction générale des impôts d'atteindre vivement son objectif, car il faut de l'argent et beaucoup d'argent pour la construction de la toute première centrale à biomasse à Aboisseau. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a donné le coup d'envoi des travaux. C'est une centrale dont la capacité de production est estimée à 46 MW. Et tenez-vous bien, elle sera alimentée à partir des déchets de production des planteurs. Reportage. Ce coup de truelle marque le lancement des travaux de construction de la toute première centrale à biomasse en Côte d'Ivoire. Si Ayebo a été choisi pour abriter cette unité de production d'énergie renouvelable, c'est parce que ce village de la commune d'Aboisseau présente 3 avantages comparatifs. 1. Une ligne haute tension permettant d'évacuer les 348 gigawattheures par an que nous allons injecter sur le réseau ivoirien. 2. Une autoroute A100 qui permet l'acheminement des quelques 520 000 tonnes de biomasse que la centrale va consommer chaque année. Et 3. Près de 78 000 hectares de palmiers, dont les 3/4 cultivés par des planteurs indépendants dits villageois, des planteurs qui vont voir leurs revenus augmenter par l'achat des pétioles et par l'accroissement de leur productivité grâce à l'accompagnement technique prévu sur la culture du palmier au titre du projet. L'exploitation de la centrale créera l'équivalent de 1000 emplois à temps plein. C'est un projet qui va permettre d'accroître notre offre d'énergie renouvelable de 46 MW et sera alimenté à partir des résidus agricoles du palmier à huile. La centrale répondra à terme aux besoins en électricité d'environ 1,7 million de personnes par an. Dans son ambition d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique à 42% sur les 10 prochaines années, le gouvernement a déjà engagé des études pour les villes de Gagnoa, Boundiali et Divo. Le portefeuille de projets d'énergie renouvelable identifiés qui sont à divers stades d'élaboration sont au nombre de 24 projets et qui devront nous permettre d'avoir une puissance cumulée de 1530 MW à l'horizon 2030. La concession va durer 25 ans avec comme objectif pour la Côte d'Ivoire de réduire aussi ses émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2. Et au même moment, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en tournée dans le Haut-Sassandra. Depuis le 17 juillet, Adama Kamara explique aux populations de Daloa, Tapegué et Issia les bienfaits de la politique sociale du chef de l'État. L'initiative est appelée la ronde sociale. Elle permet aussi d'enrôler les populations aux produits sociaux, de mener des actions sociales ciblées en faveur des personnes vulnérables et des associations. Le témoignage de Serge Coléa. La CMU, la couverture maladie universelle, le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, la retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Ce sont les 3 produits phares de la ronde du social initiée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La 5e étape est au cœur de la cité des Antilopes dans la région du Haut-Sassandra. Elle met à l'honneur les meilleurs adhérents. Félicité pour leur engagement citoyen. J'ai adhéré à la RSTI pour vraiment préparer le lendemain. Et surtout, j'ai dit à mes amis pasteurs de vraiment adhérer. Tout ce que nous faisons, un moment viendra où on n'aura plus la force de le faire. Alors, je me suis dit qu'à ce niveau-là, la CNPS peut prendre le relais. J'ai adhéré encore à la complémentaire pour augmenter les choses dans le gain de la pension. Au-delà de ces adhérents exemplaires,
La ronde du social consacre la solidarité agissante avec des actions ciblées en direction des personnes vulnérables en particulier et des populations en général. Des chèques de montant total de 25 millions de francs CFA dégagés pour soutenir les associations féminines et les jeunes dans leurs activités génératrices de revenus. En plus des chèques, on note des dons au nombre desquels des fauteuils roulants pour les personnes handicapées. Pour boucler la boucle des dons, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, cadre du Haut-Sassandra, prend en charge l'enrôlement à la couverture maladie universelle des chefs traditionnels, des guides religieux et des responsables des associations féminines. Avec d'autres cadres de cette région, nous nous mobilisons pour apporter des réponses aux préoccupations des populations. Vous avez vos 4 CMU et les cadres que nous sommes engagés à payer au moins 1 an de cotisation pour les chefs. À la tête de cette ronde du social, Maître Adama Kamara, qui a réaffirmé sa volonté de sillonner la Côte d'Ivoire pour présenter les effets positifs de la politique sociale du chef de l'État. Chers parents, pour s'enrôler et avoir sa carte CMU, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer de l'argent. Une fois enrôlé, la cotisation qui vous permet d'accès à tout le dispositif de soins et de médicaments de la CMU est de 1000 francs par personne et par mois. Le mécanisme d'enrôlement permet de délivrer la carte CMU après votre enrôlement en moins de 10 minutes. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que les directeurs généraux des structures sous tutelle ont eux aussi été distingués pour le succès populaire de cette tribune sociale. Nous arrivons à présent à la question de ce 23h. Quel est l'impact de la fermeture des pêches sur le marché? Voilà maintenant 3 semaines que les pêches marines sont fermées. L'idée est de permettre aux espèces halieutiques de se reconstituer et se reproduire en plus grande quantité et en qualité afin de faire face aux besoins des ménages. Si la mesure adoptée par le gouvernement est de bon aloi, eh bien sur le marché, la fermeture a un impact sur le coût du poisson. C'est ce que nous dit Khalil Diomandé et Walter Amadou Ouattara. Le marché de poissons d'Abobo-Doumé dans la commune de Yopougon sous un calme qui rompt avec l'ambiance des jours habituels. Les étals des marchands sont en quasi-totalité déserts et pour cause, la fermeture temporaire des pêches marines depuis le 1er juillet 2023. Le marché est paralysé. Regarde même les tables. Ce n'est pas si les tables on installe et puis les clients viennent s'approvisionner. Mais aujourd'hui, là, regarde, il n'y a rien. Il faut regarder le marché. Un peu partout, tout partout est vide. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure du repos biologique, Donald et ses amis, découpeurs de poissons, ont rangé machettes et couteaux. Bon, avant la fermeture de la pêche, on peut repartir comme ça à la maison avec au moins 5 000 francs. Voilà, mais actuellement avec la fermeture là, bon là, depuis le matin même, je suis venu, je n'ai pas encore eu de clients même pour découper le poisson. Actuellement, c'est pas bon. À défaut de s'approvisionner en espèces halieutiques de mer et pour éviter de se tourner le pouce, certains marchands font recours aux produits surgelés. Parce qu'avant, on peut vendre à 4 000, à 3 500. Aujourd'hui, ça vend à 6 000. Passons de 4 000, aujourd'hui, ça vend à 6 500, 7 000. La bourse du consommateur est malheureusement impactée. Ça comme ça, là, habituellement, on vient 3 à 5 000. Aujourd'hui, là, c'est 1 à 4 500. Donc, si tu as envoyé 10 000 pour payer poisson, mais tu ne peux plus. En dépit des difficultés engendrées par la fermeture des pêches, certains poissonniers et consommateurs voient le bien fondé de la mesure. La mesure est bonne pour permettre aux poissons de se reproduire. Les raisons pour lesquelles ça se fait, je crois que c'est ce qui est important. Je sais que après cette mesure, on aura peut-être beaucoup plus de poissons. Ça peut augmenter nos revenus parce que si plus on a du poisson, plus les revenus sont considérables. Donc c'est bon. On déplore le fait qu'on n'ait pas été avertis. Ils ne sont pas venus nous prévenir à temps. Pourtant, le ministère des Ressources animales et halieutiques indique avoir bien mené des actions de communication avant l'entrée en vigueur de la mesure. Cette mesure aurait dû être mise en œuvre depuis juillet 2022. Donc, depuis le mois de mai 2022, nous avons eu à rencontrer tous les acteurs.
Et de nombreuses campagnes de sensibilisation ont continué jusqu'à l'atelier de Grand Bassam de novembre 2022. C'est la toute première fois que la fermeture saisonnière des pêches marines est appliquée en Côte d'Ivoire. Le Ghana la pratique depuis 2016. Une mesure hautement nécessaire selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, car la production de la pêche marine en Côte d'Ivoire est passée de 69 000 tonnes en 2003 à 42 000 tonnes en 2020. Les activités reprendront le 31 juillet pour la pêche artisanale et le 31 août 2023 pour la pêche industrielle et semi-industrielle. Et nous vous le disions en titre, la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce samedi a causé des dommages dans la commune de Bingerville et au quartier de la Riviera à Cocody. À Bingerville, une montée spectaculaire des eaux au niveau du pont avait coupé l'accès de la commune. Mais aux dernières nouvelles publiées sur la plateforme Police Secours, l'entrée de Bingerville est de nouveau praticable, mais la prudence est fortement recommandée. La Sodexam a d'ailleurs placé plusieurs communes d'Abidjan sur la vigilance jaune toute cette nuit. Il y avait du beau monde aujourd'hui dans le village de Krendiabo, région du Sud Comoé, à la cérémonie d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Malgré la pluie, les populations du Sud Comoé ont rendu un vibrant hommage au président de la République. Ils ont salué son leadership à la tête de l'État, mais surtout l'ont remercié pour les actions de développement dont bénéficie la région. Cette fête au président Ouattara est une initiative du Conseil régional, des élus et cadres du Sud Comoé. Et également, la cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation composée de présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des autorités coutumières et religieuses locales. Le point complet de notre équipe de reportage dans nos prochaines éditions. Dans un autre chapitre, 4 sociétés éditrices de presse imprimée et organisations professionnelles de journalistes ont bénéficié d'une allocation évaluée à plus de 300 millions de francs CFA, une aide publique qui répond ainsi à la problématique de financement et d'accompagnement des médias dans notre pays. L'Agence de soutien et de développement des médias a remis ces allocations lors de la cérémonie de présentation d'appui dans la commune de Cocody. C'était en présence du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, comme nous le montre Jean-Marc Djadji. L'aide publique à la presse continue dans sa phase opérationnelle à l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM. Ce sont 317 440 895 francs CFA qui sont alloués au total à 4 éditeurs de presse et groupements de journalistes professionnels. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, la Société nationale de presse et d'éditeurs de Côte d'Ivoire, SNEPSI, MS Média et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Tous réceptionnent leurs subventions après plusieurs accords conclus. Une levée de mot d'ordre de grève s'annonce même chez des éditeurs de presse. Les éditeurs de presse ont unanimement décidé d'accéder à la requête du directeur général de l'ASDM pour donner une chance aux négociations en cours afin d'aboutir sans pression ni stress dans la confiance et le respect des engagements. Cette remise de chèques faite aux bénéficiaires est la 4e du genre à l'ASDM depuis son installation le 14 juin 2022. Le 30 novembre 2022, 30 entreprises de production d'informations numériques ont reçu des dons en équipement. Le 2 décembre 2022, il a été alloué à 9 organisations professionnelles des subventions de fonctionnement. Et le 17 janvier 2023, 7 entreprises de presse et de communication audiovisuelle ont bénéficié, elles aussi, de subventions. Ce soutien financier de l'ASDM est autorisé par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Je salue les premières approches de la Direction générale de l'ASDM qui ont été celles de l'écoute active pour me proposer les accompagnements qu'il était urgent de prendre, souvent pour éviter l'aggravation des crises naissantes. À ce jour, le montant total des subventions octroyées aux médias depuis la création de l'ASDM est évalué à 637 621 252 francs CFA. De parcours pour ces 11 semeurs de désolation, 11 braqueurs dont les activités viennent de prendre fin. C'est une opération conjointe des éléments du 24e arrondissement et d'autres corps armés du district de police de Port-Bouët qui a permis cette arrestation. On retrouve encore une fois Jean-Marc Djadji. Beaucoup de filets pour le district de police de Port-Bouët. 11 présumés gangsters viennent d'être mis aux arrêts.
Et cela grâce à une patrouille conjointe des éléments du 24e arrondissement de Port-Bouët et ceux du district. Cette opération s'est déroulée après plusieurs plaintes des populations pour braquage, viol, coups et blessures à l'arme blanche, des menaces de mort, troublant ainsi le sommeil des populations. Par groupe de 5, 4 ou 8, ils envahissent des coups entre 1h et 4h du matin. Ils dépouillent les résidents de leurs biens, téléphones portables, etc. Souvent même, ils violent les femmes. Plusieurs se sont enfuis. C'est 11 personnes qui ont été prises et que nous avons envoyées, qui sont dans nos locaux. Une police déterminée qui rassure les populations. Nous rassurons la population que nous allons toujours continuer à les sécuriser. Et nous lançons l'appel à la population que notre force, la police, c'est elle. Elle doit continuer à collaborer pour qu'elle soit sécurisée. Le district de police de Port-Bouët entend multiplier les interventions dans les sous-quartiers de la commune pour un retour de la quiétude au sein des populations. Allez, en mot de culture dans ce journal, avec cette séance de travail des ministres sectoriels de la culture de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. La réunion s'est tenue par visioconférence ce vendredi 20 juillet 2023. De grandes mesures ressortent de cette rencontre virtuelle, dont la mise en place d'un marché commun et l'application de la loi sur la copie privée dans les pays de l'espace, comme nous le dit Issa Tchonanyeo. Rémunération pour copie privée au sein de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, mécanisme de promotion des entreprises et industries culturelles et créatives, information sur l'état des statistiques culturelles au sein de l'UEMOA. Ces préoccupations ont été abordées au cours d'une rencontre des ministres sectoriels de la culture des États membres de l'UEMOA par visioconférence. Objectif: prendre des mesures idoines pour protéger les créateurs. Nos États sont riches de leur culture qui inspire la créativité artistique. Nos auteurs et nos populations prennent des initiatives en vue du développement de celles-ci et les initiatives visant à développer et à faire connaître les industries culturelles et créatives sont à saluer et surtout à encourager et à soutenir avec une ouverture du marché sous-régional. Aujourd'hui, l'impact économique des industries culturelles et créatives qui est admis par tous les États membres de l'UEMOA ne sont pas ou ne doivent pas être en reste de ce dynamisme. Au cours de cette séance de travail, la ministre de la Culture et de la Francophonie salue le dynamisme de la création des artistes de l'espace UEMOA en dépit de quelques difficultés. La créativité culturelle est foisonnante, elle est dense. Malheureusement, nos auteurs n'arrivent pas encore à vivre pleinement des profits de leurs œuvres. Les enjeux et les défis en matière de protection des droits d'auteur sont nombreux dans nos pays, mais je reste convaincu qu'ensemble, nous pourrons les adresser. C'est le lieu d'indiquer que la Côte d'Ivoire préside en ce moment la conférence sectorielle des ministres de la culture de l'UEMOA. Le tourisme local se porte mieux et les initiatives se multiplient pour faire connaître les potentialités touristiques d'Abidjan. Et justement, dans le cadre de la promotion et de la valorisation des loisirs, le concept Week-end Loisirs à Babi a été lancé ce vendredi à Cocody. C'était en présence du ministre du Tourisme et des opérateurs du secteur, Patricia Omouetia. Week-end Loisirs à Babi. Nouveau concept de la Direction générale des loisirs. Selon l'initiatrice Isabelle Hanot, DG des loisirs, ce concept de promotion et de vulgarisation de l'offre des loisirs dans notre pays s'articule autour de 3 axes essentiels, notamment la conception d'activités de loisirs qui, pour ces vacances scolaires, prend en compte un programme d'activités dont une colonie d'État à Bangourou et un camp de loisirs pour les jeunes à Bonois. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire nous indique qu'il faut faire de notre pays une base de divertissement aussi bien pour les Ivoiriens que pour la sous-région. Cela passe par l'amélioration de l'offre de loisirs en Côte d'Ivoire, par la promotion et la vulgarisation de cette offre-là. À cette étape de la promotion et de la vulgarisation, il est important pour nous de mettre en place une plateforme qui permet à tout le monde, à tous les Ivoiriens, visiteurs nationaux et internationaux, de trouver facilement l'offre de loisirs en Côte d'Ivoire. Pour le ministre du Tourisme, la digitalisation du secteur touristique prend toute sa place. Il a encouragé l'esprit de créativité des acteurs du secteur des loisirs. Ces concepts que nous créons
et qui se retrouvent aujourd'hui sur la plateforme du pass touristique permettent d'avoir les meilleurs plans et les bons plans du moment et qu'il y ait des schémas qui deviennent les traditionnels mais indémodables que nous devrons avoir repensés à travers des hackathons que je vous encourage à initier en appelant ceux qui connaissent vraiment l'ambiance d'Abidjan. Cette initiative, selon le ministre Siandou Fofana, se situe dans le cadre de la stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à Bongouanou. La première édition d'Ebrosa Festival a eu lieu du 6 au 8 juillet dans cette ville du centre-est. Cet événement culturel vise à promouvoir le potentiel culturel et touristique du riche patrimoine du Moronou. La première édition a enregistré la présence de plusieurs autorités, dont les ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, Herman Niamia. Parade des 10 chefs des tribus du royaume Mouroufoué. Mais avant eux, le passage sous le son des tambours parleurs du roi du Moronou, Sa Majesté Nana Eoura Tewa, qui avait à ses côtés pour la circonstance le roi du Guablin, Sa Majesté Nana Tigouri Niamey, l'invité spécial. Nous sommes à Ebrosa Festival. L'événement qui a sa première édition vise à valoriser le riche patrimoine culturel du peuple Mouroufoué. Nous avons organisé ce festival pour faire connaître la région du Moronou, à l'instar de Bassam qui organise la Bissa, le Benoît qui organise le Popo Carnaval. Nous avions vu que nous devrions faire ressortir les valeurs culturelles, artistiques et touristiques du Moronou. À l'initiative de cet événement culturel, le président du conseil régional du Moronou, Pascal Afinguessan, entend faire du tourisme et de l'attrait de la région un levier essentiel pour la renaissance économique et sociale. Cette première édition de Ebrosa Festival a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que des invités spéciaux, notamment les ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire à cette cérémonie, Chantal Boati a félicité les initiateurs de ce festival qui participent à la promotion de la culture des peuples ivoiriens. En plus de promouvoir et valoriser la culture et les arts, ainsi que le développement touristique et économique de notre pays, et particulièrement de la région du Moronou, le festival Ebrosa se veut un réel vecteur de cohésion sociale, de solidarité et de fraternité. Valeur chère à Madame la Première Dame et son époux, le Président de la République. L'un des moments forts du festival est la tenue des Ebrosa Awards, une institution régionale qui vise à promouvoir le mérite et l'excellence des femmes et des hommes de la région dans leurs domaines respectifs. Et pour finir, cette page noire, la journaliste Awa Eoura a été inhumée ce samedi 22 juillet au cimetière de Koumassi. Une levée de corps à Ivosep-Trècheville a précédé cette inhumation. Pour rappel, Awa Eoura est décédée le 5 juillet 2023. Elle restera dans la mémoire comme une journaliste de talent. Et c'est sur cette note que l'on met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.